Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. Très belle soirée, 19h20, direct avec Jean-Claude Berruti, auteur et metteur en scène de Moi Pirandello, d'après Luigi Pirandello, spectacle proposé dans la salle Frantz Fanon du Tropicatrium ce vendredi 4 mars à 20h, sur scène des personnages hauts en couleur qu'interpréteront 3 comédiens et 5 marionnettes, dans un style se rapprochant autant du cabaret berlinois que du théâtre de poupées siciliennes ou encore du cinéma néo-réaliste ou même parfois du grand opéra. Il s'agit là d'un portrait théâtral de l'écrivain sicilien Pirandello qui parfois, avec beaucoup d'humour, racontait des histoires avec comme fil conducteur ce qu'il appelait le sentiment des contraires. On va parler théâtre avec un metteur en scène, un auteur qui signe la pièce, le spectacle que vous allez pouvoir voir vendredi à 20h en salle Frantz Fanon, toujours au Tropicatrium. Moi, Pirandello, d'après Luigi Pirandello, des textes que Jean-Claude Berruti a pris et a mêlé, a emboîté les uns dans les autres pour faire un spectacle. En gros, c'est ça. Bonsoir Jean-Claude Berruti. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. Un beau spectacle, c'est plus qu'une pièce de théâtre. Il y a des personnages, il y a des marionnettes, il y a du cinéma. Tout ça, c'est entremêlé. Ça fait l'objet d'un spectacle que vous avez déjà proposé plusieurs fois. Oui, c'est-à-dire que j'avais envie... D'abord, je trouve qu'on ne joue pas assez Pirandello. Il n'est pas à la mode, voilà. On va parler c'est pas grave. de ce dramaturge, de cet écrivain italien. Et je trouvais que c'était intéressant d'essayer de faire un portrait de lui, mais pas à partir des choses, on va dire, c'est pas grand et petit, mais des choses développées, des grandes pièces. Il a écrit des petites pièces qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Et puis surtout, c'est un grand conteur. Et dans la littérature française, même européenne, il y a des très grands écrivains, mais il n'y a pas beaucoup de grands conteurs. Hein. On les compte presque dans la main, les vrais conteurs. C'est-à-dire ceux qui savent raconter en peu de temps. En peu de temps. Hein. En France, Maupassant. En Russie, évidemment, Tchekhov, qui est aussi un écrivain de théâtre. Je pense en Turquie, il y a Yaşar Kemal, qui est un extraordinaire, d'abord conteur, orateur, et puis conteur par écrit. Pirandello, il fait partie de ce petit groupe des grands écrivains qui sont aussi des conteurs, qui savent en peu de temps exposer, développer et surtout trouver la chute, parce que c'est toujours le plus difficile. Alors, il a écrit des petites histoires, il a écrit pour le cinéma également, pour le théâtre. Il a travaillé à Cinecittà, à Hollywood, à Paris également. Et oui, il est prix Nobel en 27, 28. Prix Nobel de littérature en 1934, d'après mes renseignements. Il aurait révolutionné les techniques de la dramaturgie moderne. Absolument. Alors, un prix Nobel aujourd'hui qui écrirait en même temps pour Hollywood, pour Cinecittà et pour le cinéma français, ça n'existe plus. Hein. Donc c'est très difficile d'imaginer le succès de cet écrivain dans les années 30. Puis, c'est pas parce qu'on est sur une île, mais quand même, il naît l'année après la création de l'Italie, sur une île qui s'appelle la Sicile. Bien sûr. Il dit lui-même, je suis né face à l'Afrique. Ouais. Il n'écrit pas en italien, il écrit en sicilien. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est pas du tout la même chose. Il se revendique comme sicilien, il s'est pas vraiment revendiqué comme italien. Un tout petit peu, parce que Mussolini a un peu poussé, mais c'était vraiment très très peu. Cet homme qui naît donc à la limite de l'Afrique, là-bas, en bas, parce que c'est vraiment à Agrigent, et c'est face à la Tunisie, il va être, de son temps, un des auteurs les plus joués en Allemagne. C'est une période difficile en Europe. Hein. Oui. C'est l'entre-deux-guerres. C'est en même temps la folie de l'après-première guerre mondiale. Donc puis, on est tous soulagés, mais il y a quand même des restes. De l'angoisse. Il y a des restes de 14-18. Voilà. Et puis on sait qu'il y a des drames qui risquent d'arriver. Dans ce moment très étrange, le petit Sicilien, on lui commande quand même 3 pièces à Berlin. Je ne sais pas si on imagine. Et alors, il joue pour l'Allemagne. C'est assez curieux pour un Italien, même si Mussolini et Hitler étaient... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça a à voir avec sa curiosité. Il est fou de philosophie. Et quand il est jeune homme, plutôt qu'aller faire ses études à Rome, parce que quand on vient de Sicile, donc de l'île, c'est quand même une île, on va à Palerme, et surtout on va à Rome faire ses études. Lui, il va à Bonn faire ses études, en Allemagne. Donc il apprend l'allemand, et il est passionné de philosophie sceptique allemande. C'est un fou de Schopenhauer. Donc c'est probablement Schopenhauer qui le pousse à aller. Donc il parle l'allemand, il parle le français.
c'est très curieux pour nous aujourd'hui, parce qu'on est habitué à se déplacer, on est très européen, mais imaginez que ce monsieur de plus de 60 ans, il prend l'avion pour aller à Hollywood. Il est accueilli à Hollywood pour préparer un film d'après une de ses pièces, avec Greta Garbo et Eric von Stroheim. Bon, c'est des choses qu'on oublie un peu, mais ça a existé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Un cinéma particulier à l'époque, même à Hollywood. Oui, mais imaginez que aujourd'hui, quel est le prix Nobel qui écrirait un scénario et qui irait corriger les dialogues à Hollywood, ça n'existe plus vraiment. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est un très grand Européen qui s'ignore en fin de compte, parce qu'il passe son temps à se revendiquer comme venant de son petit bout de Sicile, là où il est né, dans un lieu-dit qui s'appelle Chaos. Et alors pourquoi on le connaît si peu, Luigi Pirandello? On le connaît très très bien. On le connaît très très bien. Il n'est juste pas à la mode. Et ça, pourquoi il n'est pas à la mode, on n'en sait jamais rien. Vous savez, c'est des effets, la littérature, le théâtre, c'est des effets de mode. Mais il y a quand même, il a influencé le théâtre français, parce que s'il n'y avait pas eu Pirandello, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout de suite après Sartre une pièce comme Huis clos. Ça vient directement de Pirandello. Et puis surtout, il a influencé curieusement la littérature dramatique, enfin le théâtre allemand, parce qu'Heiner Müller, ça vient directement de Pirandello, cette espèce de doute. On savoir si on est dans la réalité, si on est sur le plateau du théâtre. Ce qui est vrai, ce qui est faux, ça c'est partout chez Müller. C'est ces petites bombes qui vous font dire, ah tiens, mais je suis au spectacle ou qu'est-ce que je vois? Et il répète, mais pourquoi il s'arrête là? Il se dispute. C'est qui se dispute? C'est les acteurs, c'est les personnages. Bon, tout ce que Müller développera dans les années 70, c'est déjà chez Pirandello. Jean-Claude Berruti, vous vous êtes inspiré carrément de cette époque, de cette ambiance pour monter Moi Pirandello. Vous êtes approché du théâtre berlinois. Vous êtes inspiré du vieux cinéma, les costumes, les personnages, les maquillages nous emmènent dans cette époque. Oui, c'est-à-dire qu'on passe... le film, par exemple, il est un peu tourné... C'est comme si c'était un film de Rossellini, sûrement pas avec le génie de Rossellini, mais c'est un film néo-réaliste. Et je trouvais que l'histoire la plus pathétique, il fallait pas la jouer en direct. Je trouvais qu'il fallait mettre un petit peu de distance. Donc, le film, c'est un vrai film néo-réaliste en noir et blanc. Même le doublage est fait à la manière du cinéma néo-réaliste, les effets de montage, la lumière. La première pièce qu'on joue, c'est presque une pièce allemande surréaliste. Voilà. Et puis après, on rentre dans une espèce de réalisme poétique un peu français. Et puis on finit avec une très très bizarre histoire, mais je ne vais pas vous la raconter, c'est le clou du spectacle, qui est une histoire autobiographique. Donc vous avez mêlé des textes, du théâtre, et en plus vous l'avez tourné, vous en avez fait un film pour mettre au milieu du spectacle. On vous a pris pour un fou, le producteur a dit... non, le producteur c'est moi-même, Jean-Claude... et le ministère de la Culture. Il déconne. On vous a pas dit, Jean-Claude, c'est ou du théâtre ou du cinéma, non. Mais vous pouvez pas faire les deux. Non, c'est fini ça. J'ai fait un certain nombre de spectacles dans ma vie, et aujourd'hui, ce qui m'amuse, c'est de me mettre à moi-même des épreuves. Et donc là, l'épreuve, c'est le plus difficile au théâtre, c'est quoi? C'est toujours comment on commence et comment on finit. Entre les deux, on peut faire à peu près n'importe quoi. Et donc, au lieu d'essayer de le réussir une fois, ce qui est déjà beaucoup, je me suis dit, bon, voilà, maintenant je vais le réussir 5 fois. Je vais mettre 5 histoires, il va falloir trouver un début, une fin. Et puis, comme ça ne me suffit pas, et que Pirandello passe son temps à fabriquer des accidents dans ses histoires, et surtout dans ses pièces, on va mettre des accidents au milieu de toutes les histoires. Donc, c'est pas 5 histoires qui se succèdent, c'est des histoires qui sont un petit peu emmêlées. Alors c'est de la dramaturgie, mais en même temps c'est relativement drôle. Et il y a ce fil conducteur de ce qu'il appelait le sentiment des contraires. Oh là là, vous m'en posez une question, oui. Ça c'est intéressant. Il dit ce qui fait rire peut faire pleurer. Bien sûr. Il dit quelque part dans les conseils qu'il donne aux acteurs, parce qu'en plus, il était metteur en scène et il aimait énormément les acteurs. C'est-à-dire qu'il aimait les caprices des acteurs aussi, mais il aimait le talent des acteurs, l'invention des acteurs. Ça existe encore, le caprice des acteurs, des comédiens? Bah oui, parce qu'on s'expose toujours, donc c'est pas même du caprice, c'est qu'on est un peu à vif. Je devrais plutôt dire ça comme ça. Et parce que vous mettez en scène, vous avez monté la pièce et vous êtes sur scène aussi. Oui, mais enfin, je joue
c'est très modeste et c'est volontairement très modeste. C'est Hitchcockien. On peut pas faire tout ensemble, c'est pas possible. Non. D'ailleurs, j'avais prévu de jouer beaucoup plus que je ne joue. Et au milieu des répétitions, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment faire le spectacle comme je voulais le réaliser, il fallait que j'y renonce. Faut avoir un œil extérieur à la scène. J'étais pas assez à l'extérieur. Voilà. D'autant plus que c'est pas vraiment une pièce et que c'est des effets de montage. Et donc, il dit quelque part dans les conseils aux acteurs, il dit, dans mes pièces, normalement, un acteur, il peut jouer qu'une chose. Et l'acteur, d'ailleurs, il vous dit, qu'est-ce que je joue constamment au metteur en scène. Et là, vous lui dites, tu joues ça, ou tu joues ça, ou tu joues plutôt ça pour le résultat escompté pour le spectateur. Pierre Andelot, il disait à ses acteurs, avec moi, vous pouvez pas jouer ça ou ça, vous devez jouer ça et ça. C'est ça, en gros, les contraires. Le sentiment des contraires, c'est-à-dire que vous jouez une chose extrêmement joyeuse et il faut qu'on sente au fond qu'il y a une chose infiniment triste. Et il s'amuse avec ça constamment. Donc on ne sait pas si c'est donc aussi bien dans le jeu des acteurs que dans les dialogues, sur la scène, le lieu même. Oui, mais peut porter à confusion. Et mon plaisir, c'est que justement on sache pas très très bien. Le public s'amuse à des répliques. On se demandait un peu pourquoi, parce qu'on l'a pas du tout pensé comme ça. Et c'est très bien, c'est toujours le public qui a raison, c'est pas nous qui avons raison. Nous, on a pensé des choses, mais c'est ce que le public reçoit qui est important. Ça réagit toujours comme on l'a voulu au théâtre? Jamais. Jamais. Ça doit être compliqué. Non, parce que ce qui est en fin de compte, c'est compliqué à partir du moment où vous recherchez un effet. Ouais. À partir du moment où vous recherchez un effet, c'est compliqué parce que il n'est jamais là où vous l'avez recherché, l'effet. Mais si vous travaillez pas sur l'effet, si vous travaillez sur la matière, et en gros là sur la matière littéraire, parce qu'elle est costaud, la matière littéraire, vous vous en moquez, vous vous réjouissez de voir que le public réagit avec du rire, ou que le public est ému, et vous l'entendez. Hein. Et ça marche particulièrement avec Pierre Andelot, et on ne sait jamais pourquoi. Mais il y a quand même, moi j'ai un peu une idée, c'est que il a une vie privée extrêmement bousculée. Ça se ressent, puisqu'il y a une vie de couple qui tourne au drame. C'est ça. Notamment dans le spectacle que vous proposez. L'idée, c'était justement que ce soit que le spectacle tourne autour de la guerre des sexes, de la difficulté de se rencontrer quand on est un homme et une femme. De vivre ensemble. Voilà. Et c'est le drame de sa vie. C'est-à-dire que cet homme qui a fait le tour du monde, qui a eu des enfants, qui avait l'air heureux, il avait à la maison une femme qu'aujourd'hui, on n'aurait pas laissé à la maison. Et il s'est refusé à ce qu'on appelait à l'époque la faire interner. Elle était atteinte de phobie jalouse. Elle lui a fait une vie extrêmement difficile. Et elle est toujours restée à la maison. Mais il y a cette chose douloureuse absolument partout, que ce soit traité de manière sérieuse ou de manière humoristique. Et ça le poursuit 24 heures sur 24, ce qui fait que ça transpire dans par son exemple, théâtre et dans l'histoire du film, ça s'appelle l'histoire de Momina, c'est l'histoire d'un homme qui tient sa femme enfermée. Évidemment, c'est son histoire de couple, mais à l'envers. Hein. Donc, il y a constamment des références à la vie intime, à la souffrance de la vie intime. Et ça, c'est assez curieux, mais même si le public ne sait pas, le public sent que dans cette matière-là, il y a une chose relativement douloureuse, un vécu très très lourd, et qui est souvent pris avec humour, qui est traité sur le mode sentimental, et qui est aussi traité sur un mode très allemand, qui est l'expressionnisme. Parce que, curieusement, ce Sicilien, il se laisse influencer par l'expressionnisme allemand. C'est quand même assez curieux. Il y reste combien de temps en Allemagne? Il fait des années. Il fait ses études avant la Première Guerre mondiale et il y retourne invité par le très grand metteur en scène européen de l'époque qui s'appelle Max Reinhardt, qui est viennois. Il y retourne à 3 reprises à Berlin pour diriger des répétitions et pour la création de pièces qui sont des commandes de Max Reinhardt au Deutsches Theater, qui est le plus gros théâtre d'Allemagne, hier comme aujourd'hui. Berlin a déjà sa réputation. Oui, alors Berlin... il y a la musique d'un côté et le théâtre de l'autre. Oui, et puis, mais dans les années 30, il faut imaginer que Berlin, c'est vraiment le centre du monde, y compris après l'arrivée d'Hitler. Hein, toute l'intelligentsia européenne se balade à Berlin, les écrivains français font leur voyage à Berlin, avant qu'il y ait le fameux voyage officiel où on invite Cocteau, Flameng, je ne sais pas qui, et De Rhin, malheureux De Rhin, à aller voir comment c'est bien chez les nazis. Berlin est pris d'assaut par les intellectuels européens parce que c'est, on va dire, c'est le cœur pourri de l'Europe. C'est-à-dire, ici passe tout.
ça reste encore une référence, Berlin, dans le monde de la peinture. Mais c'est revenu après la chute du mur, c'est revenu cette chose-là, mais c'est déjà extrêmement présent, autant sur la vie nocturne que sur les expositions, les spectacles. Il y a une espèce de fièvre berlinoise dans les années 30 qui est très très importante. Et ça va revenir ensuite un petit peu plus tard, notamment dans les années 60 avec toute la musique rock, tous les rockers iront à Berlin. On parle même pas du Philharmonique, bien évidemment, qui est toujours à la une, qu'on le veuille ou non. Oui, mais ça fait partie de la culture classique berlinoise. Ce qui est curieux dans les années 30 et dans les années, on va dire, après la chute du mur, et cela dit même dans les années 70, vous avez raison, c'est qu'il y a une espèce de monde qui est ou alternatif ou expérimental, où ça invente des nouvelles formes. Et underground, où ça invente des nouvelles formes de vie et des nouvelles formes d'art. Et la vie et l'art, à Berlin, c'est très, 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 très mélangé. Très lié. Il y a des personnages hauts en couleur, hein, dans le spectacle que vous proposez, Jean-Claude Berutti. On a parlé de Moumina, l'homme à la fleur. Alors ça, c'est probablement l'histoire la plus... C'est curieux. Mais il faut que pour arriver à l'homme à la fleur, je dois raconter un tout petit peu autre chose. L'homme en habit, alors? Non, c'est l'homme à la fleur qui... il est très intéressant, l'homme à la fleur. Il s'avère que Luigi Pirandello a écrit tout au long de sa vie des histoires, qu'ensuite il a transformé ou non en pièces de théâtre. Et puis au milieu de tout ça, il a écrit en 1917. Vous avez toutes les dates, hein, j'ai essayé, je me suis un peu renseigné quand même. En 1917, il a écrit un dialogue qui s'appelle L'homme à la fleur à la bouche. C'est déjà un titre splendide. Et puis, il a décidé, 10 ans après, d'en faire une pièce. On imagine le personnage très haut, oui, alors, très fier. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est un personnage brisé. Avec un cœur grand comme ça. Un cœur brisé peut-être. Vous verrez pourquoi la fleur à la bouche, mais ça je peux vraiment pas le dire. Et donc, plutôt que de réécrire la pièce, il a gardé la nouvelle telle quelle, le dialogue tel quel. Il a juste rajouté une petite explication en disant où ça se passe au début, et ils l'ont joué. Et on pense aujourd'hui que, en particulier Samuel Beckett connaissait très bien le texte. C'est peut-être la naissance de l'absurde. Donc c'est l'histoire de deux hommes, c'est une rencontre de hasard entre deux hommes dans un café la nuit, un café ouvert la nuit, et il y a un homme très tranquille, l'homme en habit, qui a raté son train et qui est tout à fait disponible à tout ce qui va se produire. Il attend le premier train du matin et il tombe, ou plutôt c'est l'autre, l'homme à la fleur, qui tombe sur lui, sur un personnage absolument étrange, qui ne vit que dans l'imagination. Et qui explique pourquoi, s'il n'a pas d'imagination, il meurt. Donc c'est surréaliste complètement. C'est évidemment soi-même qui se raconte, et c'est Pirandello qui raconte comment il est dans la nécessité de s'inventer des histoires, et s'il ne s'invente pas des histoires, il est devant le vide. Mais s'inventer des histoires, c'est regarder dans une boutique un vendeur qui fait un paquet cadeau, par exemple. C'est observer dans une pièce, je ne peux pas en dire plus, un fauteuil et la différence de deux fauteuils. Donc c'est une sorte de texte sur comment dire, le goût qu'il y a chez les écrivains, le goût entomologique, enfin comment on observe très très précisément. Et c'est en effet un personnage très haut en couleur. La pièce dure à peu près 20 minutes, peut-être 21 minutes. Évidemment, il y a une révélation. Pourquoi il est comme ça, et il y a une très très belle chute à l'histoire, mais ça je ne vais pas vous le raconter. Faut pas tout nous dire, Jean-Claude Berutti. J'ai retenu une phrase de Pirandello: rien n'est vrai que cela, il n'y a qu'une certitude, c'est qu'il faut se créer, c'est le seul moyen d'être soi. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, il faut se mettre en scène sans cesse. Vous êtes d'accord avec ça? Je dirais pas que c'est se mettre en scène, c'est se trouver un but. C'est même pas un but, c'est être emporté constamment par la curiosité. Se laisser aller. Surtout se laisser aller. Moi, je suis arrivé, il y a pas 2 jours dans cette partie de la France que je ne connaissais pas. Si je me laisse pas aller en me baladant, en écoutant ce que les gens me racontent, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils vivent le fait de travailler dans une scène nationale.
On a eu beaucoup de changements à la Martinique, notamment au Tropicatrium. Ça respire en ce moment. Il y a plein de créations. Vous avez un CV mais hyper riche. Vous avez monté Brecht, Ionesco, Molière, Tchekhov, Dvorak, Verdi, Shakespeare. Vous êtes inspiré de la musique de Wagner. Vous avez joué à Bruxelles, Paris, Francfort, Moscou, Lyon. Je repasse. C'est succinct ce que je dis. Vous avez dirigé des théâtres jusqu'en 2011. Oui, moi c'est un grand parcours. Vous avez fait plein de choses. Je suis un produit de la province. Vous êtes de Lyon, c'est ça? Non, je suis de Toulon. De Toulon. De Toulon. Je suis un produit varois et je suis un produit très très européen pour des raisons familiales liées à la guerre. Voilà. Donc quand j'étais enfant, je me suis baladé depuis le Var. Il y avait 2 endroits qui comptaient dans la famille. C'était aller voir, vu mon nom, Beruti, mes cousins piémontais. Et donc, j'ai connu le Piémont et la Lombardie très tôt. Mon père m'a montré la Scala de Milan quand je devais avoir 5 ans. Ah ouais, donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Je suis un peu tombé dedans, voilà. Et puis, il y avait des amis très très chers en Allemagne. Et donc, j'ai appris l'allemand quasiment en même temps que le français et l'italien. Et donc, je suis demeuré un vrai provincial. Je suis pas parisien. Pas du tout. Pas du tout. J'aime pas Paris et je suis très européen. Donc là, après Luigi Pirandello, après moi Pirandello, je pars dans le sud de l'Allemagne pour monter une pièce du jeune Goethe, l'écrivain Goethe, qui s'appelle Goetz de Berlichingen, qui est une pièce de jeunesse. Et puis qu'est-ce que je fais après? Puis après, je ferai l'ouverture du Schauspielhaus, du théâtre de Nuremberg à la rentrée prochaine. Donc voilà, j'habite Bruxelles. Très cosmopolite. Oui, voilà, j'aime bien. Et donc je suis très content d'être ici, évidemment, parce que là, je suis servi. J'en mélange, je suis très content. Mélange des gens sur scène. On va revenir à la pièce, puisque on en a très peu parlé. Ce sont ces marionnettes. Un petit peu à la façon du Théâtre du Soleil, où on voit les manipulateurs en même temps que les personnages. Oui, mais elle joue pas beaucoup. Elle joue en opposition au film. Elles ont plusieurs raisons d'être. La première raison d'être, c'est que Pirandello est né sur une île dans laquelle il y a une très grande tradition de marionnettes. Des marionnettes qui font à peu près 1 mètre de haut, qui sont des marionnettes qui représentent des chevaliers. C'est des marionnettes siciliennes, c'est des marionnettes qui sont tenues par des fils métalliques qui racontent des histoires de chevalerie. Les hommes se battent, les femmes attendent les hommes à la maison. Enfin, c'est du roman chevaleresque. On sait qu'il a beaucoup vu ça, qu'il aimait beaucoup ça. Et les raisons d'être dans l'histoire de Momina, qui est un peu le cœur du spectacle, qui est le film, c'est qu'il y a un moment où il y a des personnages qui apparaissent à Momina et qu'on était dans un film et que je trouvais un peu ridicule de faire apparaître dans le film des personnages. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut inventer un nouveau truc. Et comme mélange des gens, tout ça, ça devait pas être évident à mettre en scène. Non, c'est très amusant. Ouais, ça vous éclate. Bah oui, j'en ai fait un peu des spectacles, j'en ai fait à peu près une 50aine, donc il faut se trouver des nouvelles raisons de s'amuser. Non, mais de là aller chercher cette vieille tradition sicilienne, qui plus est, de marionnettes, c'est des marionnettes. Alors nous, elles sont pas à fil, non, elles sont pas à fil, elles sont manipulées dans les mains, et comme les acteurs à ce moment-là sont sur l'écran, ils sont disponibles pour faire autre chose. Donc l'idée, c'est qu'on ait l'impression qu'il y a plus de gens sur le plateau qu'il n'en a en réalité. Voilà. Il faut surprendre un petit peu les spectateurs. Donc ce sont des personnages imaginaires. Oui, c'est-à-dire que... Des pièces rapportées quelque part. Voilà, mais je vais raconter un tout petit peu ce que c'est que l'histoire de Momina. J'ai dit 2 mots. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est retenue, enfermée par son mari. Elle a 2 petites filles. Et évidemment, c'est de la torture mentale. Et même un peu physique parce qu'il est brutal avec elle. C'est pas pour ça qu'il l'aime pas. C'est un couple qui s'aime, c'est abominable. Et on comprend pendant l'histoire que cette Momina, par amour, a dû renoncer à une carrière de chanteuse d'opéra. Voilà. D'accord. Et le mari est très jaloux du fait qu'elle ait pu avoir
une vie avant de le rencontrer, qui soit en même temps une vie artistique, et puis comme on sait que dans le monde du théâtre on est très corrompu, et une vie amoureuse. Et il ne cesse de lui reprocher. On a tous une vie qui précède. Heureusement, sinon on s'ennuierait. Mais oui, on a tous quelque chose donc, de notre passé qu'on garde comme un fardeau. Et il s'avère que ce jour-là, dans la petite ville de Sicile dans laquelle ce couple habite, au théâtre, viennent jouer, chanter une des sœurs de Moumine, c'est-à-dire que donc c'est sa mère et c'est ça qui lui apparaissent. Et il fallait trouver un petit trick, oui, pour que le public ait à nouveau une raison ou de s'émerveiller ou de s'émouvoir ou de rire, hein, parce que c'est toujours ça. Il faut trouver des éléments pour que le public puisse. Il faut surprendre. Si on surprend pas le public, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Mais on va au théâtre, on va au spectacle pour être surpris, sinon ça n'a pas d'intérêt non plus. Oui. Vous êtes 3, 5 sur scène ? On est 4 plus une bonne assistante qui manipule un tout petit peu parce que on fait tout nous-mêmes sur le plateau, oui. D'accord, donc vous avez mélangé les textes de Luigi Pirandello. Ça s'appelle Moi Pirandello d'après Luigi Pirandello. Vous l'avez déjà joué, c'était quoi les réactions dans la salle ? Les gens écoutent avec énormément d'intensité. On était nous-mêmes très surpris. Et depuis la première, je suis allé voir une autre pièce de Pirandello en Suisse, mise en scène par un de mes collègues qui s'appelle Jean Lermier. La pièce s'appelle La vie que je t'ai donnée. C'est une grande pièce. Et j'ai été très étonné d'entendre le même type de silence. C'est-à-dire il y a comme si le public était très interpellé par ces histoires qui sont des histoires anciennes. On vit plus du tout dans le même monde. Elles n'ont pas vieilli, ces histoires ? Vous verrez. Moi, je pense pas qu'elles aient vieilli. Et pourtant, il a grandi dans un monde qui est tellement différent du nôtre. Mm-hmm. Hein, c'est un monde traditionnel, c'est un monde dans lequel le patriarcat c'est très important, les hommes et les femmes vivent séparés. Hein, et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Et puis c'est le début de l'industrialisation, entre les deux guerres. Oui, c'est très étrange. C'est très étrange. Donc, il a un public, ce Pirandello. C'est ça le plus important. Et puis, si les gens qui nous écoutent sont un peu des lecteurs, je leur conseille d'acheter le volume des nouvelles, l'intégrale des nouvelles. C'est un gros volume, mais il y a des histoires d'une page, de 2 pages. Il y a les petits romans. C'est formidable. Vous êtes régalé, vous ? Moi, je me suis régalé et j'ai envie de raconter ça. C'est qu'il avait imaginé, parce donc il a écrit toute sa vie ces petites histoires. Il avait imaginé que ça s'appellerait, quand il les aurait tout édité, et il voulait en éditer 365, que ça s'appellerait Nouvelles pour une année. Donc, il a imaginé un grand œuvre qui serait comme un almanach, si vous voulez. Ça. Vraiment, c'est pour ça que je parle de monde ancien. Une nouvelle par jour. Puis il est mort avant. Et il est mort quand on en avait édité, je crois, à moins de 300. Et puis, on en a retrouvé, et aujourd'hui, il y en a plus de 400. Voilà, donc il y a en effet un gros volume qu'on trouve chez Gallimard, qui est pas cher du tout, dans l'édition Quarto, et on peut se délecter comme ça d'une histoire, et puis passer à un autre livre, et puis revenir. C'est cette idée de l'almanach qui me plaît beaucoup. Nouvelle pour une année, c'est un beau titre. Tout à fait. En tous les cas, on voit que vous êtes passionné, que avec la troupe, vous allez vous donner pleinement sur la scène de ce théâtre Frantz Fanon, Tropicatrium. Ça se passe vendredi, c'est à 20h. Ça s'appelle Moi Pirandello, d'après Luigi Pirandello. Vous en avez composé la pièce, je vais dire ça. Vous la mettez en scène, on vous voit également sur scène. Jean-Claude Berruti, merci infiniment d'être venu jusqu'au micro de Martinique Première. Merci de m'avoir accueilli si amicalement. On sera là vendredi. À bientôt.